Quand j'étais petite, tout me paraissait simple. Je veux dire, à l'école, c'était simple. On comptait jusqu'à 6, on faisait du vélo, on faisait du coloriage. On mangeait toutes les mûres sur la colline jusqu'à en avoir les habits tachés. Je jouais avec le temps, j'en avais pas conscience. Je vis dans la nostalgie. Un jour, le temps, il m'a abandonnée. Et avant de partir, il m'a regardée, il m'a dit... La mort, ça existe. Et il n'y a plus rien après. Ce jour-là, la petite fille, elle est partie. Et j'en voulais autant. Je lui en voulais, et lui aussi, il est parti à vitesse grand V. Il n'y a qu'un seul endroit où je peux le retrouver. C'est au théâtre. On dit souvent qu'au théâtre, si la scène nous appelle, c'est qu'il nous manque quelque chose. Chaque fois que je monte sur scène, je retrouve cette petite fille. Et tant pis si je suis ridicule. Je préfère être une enfant naïve qu'une adulte désenchantée. Rien. Le théâtre, ça m'inspire rien. Quand je vois une pièce, je pense à rien. Je me laisse porter. Quand je joue, que je suis là, sur le plateau, je pense à rien. Je n'ai pas conscience. Et si j'ai conscience, mais j'ai pas réagi, j'en ai aucune idée, moi, de ma vision de comédien ou comédienne. Aucune. Tout ce que je sais, c'est mon corps qui change, mon cœur qui bat de plus en plus vite, mon estomac qui se serre de plus en plus, et mes mains qui deviennent de plus en plus moites. Le théâtre, ça me plaît. Je ne pourrais pas l'expliquer comme un théorème de maths ou un texte philosophique. Le théâtre, ça me plaît, c'est tout. Il y a quelque chose dans le théâtre qui m'a sauté aux yeux. Une heure pour nous, c'est pas assez. Et d'ailleurs, ce qui n'est pas assez n'existe pas. Il faut toujours en faire plus pour plaire au public. Que j'entre dans une salle où la scène est bondée par les
comédien, je me sens comme un enfant qui découvre la vie. Et sur scène, c'est encore similaire car j'entre en étant quelqu'un d'autre. Ce personnage qu'on joue, il a une part de nous. Sauf que ça, on ne le voit même pas nous-mêmes. On le joue avec sa sensibilité, si on veut. J'ai commencé le théâtre pour me débarrasser de mon côté introverti qui me rendait sauvage. Ça vous change un homme de faire du théâtre. Et pourquoi pas une femme? Non. Bah non. Je suis persuadée, en entrant dans son bureau, qu'il me sollicite pour le rôle de la comtesse. Je tombe des nues lorsqu'il me propose d'interpréter Suzanne. Je lui fais part de ma surprise et il me répond « Non, pas du tout, mais vous verrez, je crois que le rôle de Suzanne est plus intéressant. » Je ris. Mais intérieurement, je suis triste. Je me voyais jouer, et je ne sais pas pourquoi, un grand personnage tragique. Et je m'imaginais plutôt dans la peau de la comtesse. Tout à coup, je me vois confier le rôle d'une jeune première. Chaque fois qu'on me confie un rôle, c'est toujours une responsabilité. C'est quelque chose de festif, évidemment, mais aussi de grave. C'est comme si on me confiait un être humain, homme ou femme finalement, peu importe. On me confie un morceau de sa vie. Et il va donc falloir que je découvre cette personne à travers les livres, mais aussi à travers les peintres et les musiciens de cette époque. Et tout ça nourrit le rêve. Et petit à petit, dessine cette silhouette qui est encore un peu floue, mais qui se dessine de plus en plus. C'est quelque chose qui se fait avec le metteur en scène, et jamais contre. On travaille autant un rôle comique qu'un rôle tragique, si ce n'est plus. Tragédie. Phèdre, c'est une tragédie.
tragédie classique. Pourquoi, Margot? Eh bien, tout simplement parce qu'elle contient une scène irréaliste, donc ça ne convient pas à la tragédie classique. C'est une pièce qui parle d'un amour impossible. Pourquoi, Laura? Parce que tout simplement, parce que Fédora, texte. Pourquoi, Margot? Eh bien, tout simplement parce que Phèdre est amoureuse de son beau-fils, Hippolyte. C'est pas Thésée? Mais non, Phèdre aime Thésée, Thésée qui est le fils d'Hippolyte, lui-même amoureux de None, qui lui-même aime Théramère. Attends, c'est Oénone. Hippolyte qui aime Aricide? Aricide? Mais c'est qui elle? Texte. Phèdre avoue son amour et Phèdre meurt d'amour. Nous allons jouer 4 scènes de la pièce de Racine. Ce soir, mesdames et messieurs, c'est vous qui avez le privilège de choisir quelle comédienne interprétera quel rôle. Donc nous sommes 3. Aimez-vous? De l'amour, j'ai toutes les fureurs. Pour qui? Tu vas ouvrir le comble des horreurs. J'aime. À ce nom fatal, je tremble. Je frissonne. J'aime qui? Tu connais ce fils de l'Amazone. Ce prince, si longtemps par moi-même opprimé. Hippolyte? Grand Dieu, c'est toi qui l'as nommé. Juste ciel. Tout mon sang dans mes veines se glace. Au désespoir, au crime, aux déplorables races. Voyage infortuné, rivage malheureux. Fallait-il approcher de tes bords dangereux? Je le vis. Je rougis, je pâlis à sa vue. Un trouble s'éleva dans mon âme éperdue. Mes yeux ne voyaient plus. Je ne pouvais parler. Je sentis. Tout mon corps étranger. Je reconnus Vénus et ses feux redoutables. D'un sang qu'elle poursuit tournant inévitable. Par des vœux assidus, je crus les détourner. Je lui bâtis un temple et pris soin de l'orner. Quand ma bouche implorait le nom de la déesse, j'adorais Hippolyte et, le voyant sans cesse, même au pied des autels que je faisais fumer, j'offrais tout à ce Dieu que je n'osais nommer. Mon mal vient de plus loin, à peine au fils d'Égée. Sous les lois de l'hymen, je m'étais engagée.
Mon repos, mon bonheur semblait être affermi. Athènes me montra mon superbe ennemi. Quand ma bouche implorait le nom de la déesse, j'adorais Zibé. Et le voyant sans cesse, même au pied des autels que je faisais fumer, j'offrais tout à ce Dieu que je n'osais nommer. À mes voeux cesse d'être opposée, madame, et dans vos bras, mais... Arrêtez, Thésée. Et ne profanez point de transport si charmant. Je ne mérite plus ces doux empressements. Vous êtes offensée. La fortune jalouse n'a pas, en votre absence, épargné votre épouse. Quel est l'étrange accueil qu'on fait à votre père, mon fils? Phèdre peut seul expliquer ce mystère. Mais si mes vœux ardents vous peuvent émouvoir, permettez-moi, Seigneur, de ne la plus revoir. Ma haine, tentez un courroux que je retiens à peine. D'un amour criminel, Phèdre accuse Hippolyte. Un tel excès d'horreur rend mon âme interdite. Tant de coups imprévus m'accablent à la fois, qu'il m'ôte la parole et m'étouffe la voix. Va chercher des amis dont l'estime funeste honore l'adultère, applaudissent à l'inceste, des traîtres, des ingrats, sans honneur et sans loi, dignes de protéger un méchant tel que toi. Apprendre de la vie, apprendre à se connaître, apprendre d'une personne, apprendre du théâtre, apprendre à se mettre à la place du personnage. Non pas le jouer, mais le faire vivre. Je suis comédienne pour faire vivre ce qui n'est pas vivant pour un instant. Je suis comédienne pour vivre à travers ces personnages qui resteront en moi et m'aideront à avancer et à travailler curieusement sans secret. Ça commence par une lecture et ça finit en passion partagée. Représente l'Amérique en dansant. Normalement, vous êtes censé voir ça, mais vous n'allez pas le voir. Pourquoi? Parce qu'on a retiré toutes les paillettes. Scène 2. Roy Cohn chez son médecin. Action! Excuse-moi, pardon. Là. Alors. La théorie la plus sérieuse parle d'un rétrovirus, le VIH. Sa présence se signale par la présence d'anticorps inopérants en réaction à son introduction dans le sang. Ces anticorps sont impuissants à protéger l'organisme contre le virus. Pourquoi? On ne le sait pas. Le système de défense immunitaire cesse de fonctionner, le corps devient alors le lieu d'une multitude d'infections microbiennes. Le sarcome de Kaposi.
des lésions, des problèmes de gorge ou des ganglions. On ne sait encore quel est le pourcentage d'issue fatale chez les gens sans défense immunitaire. Ton histoire est passionnante, monsieur le sorcier. Mais putain, pourquoi tu me racontes ça? Cette maladie, Ce syndrome, si tu veux, elle frappe surtout les homosexuels et les drogués. surtout oui, des hémophiles également. Alors en quoi ça me concerne? Oui. Tu me soupçonnes d'être un drogué? Oh, écoute, Roy. Quoi, écoute Roy. Tu as trouvé des traces de piqûres? C'est idiot. Dis-le. Dire quoi? Dis, Roy Cohn, tu es un... Roy. Allez Henri, dis-le. Ça commence par un H, avec un H Henri. Et ce n'est pas une fille. Pourquoi tout ça? Non, dis-le. Dis, Roy Cohn, tu es un homosexuel. Et je ferai tout ensuite, Henri, pour détruire ta carrière, pour briser ta réputation et pour t'empêcher d'exercer dans tout l'État de New York. Et tu sais que j'en suis capable. Alors Roy Cohn n'est pas un homosexuel, Henri. Roy Cohn est un hétérosexuel qui s'éclate avec des hommes. Très bien, Roy. Quel est donc ton diagnostic? Tu as le sida, Roy. Non, Henri. Le sida est réservé aux homosexuels. J'ai un cancer du foie. Scène 4. Joe appelle sa mère, il est bourré à 3h du matin. Action! Quoi? Est-ce que papa m'a aimé? Quoi? Est-ce qu'il m'a aimé? Allons, rentre à la maison maintenant. Ta femme t'attend. Réponds-moi. Ce sont des pleurnicheries d'ivrognes. Je n'aime pas du tout cette conversation. Oui, bon. Tu aimeras encore moins la suite. Joe? Maman, je suis homosexuel, maman. Ça fait un drôle d'effet de s'entendre dire ça. Allô? Allô? Je suis homosexuel. Je t'en prie, maman, dis quelque chose. Tu es assez grand pour comprendre que ton père ne t'aimait pas sans avoir besoin de te conduire de façon ridicule. Quoi? Allons, rentre à la maison maintenant. Ta femme t'attend. Oublions que tu m'as appelé. Maman. Tu as assez parlé pour ce soir. Boire est un péché. Un péché. Ça ne va pas avec l'éducation que je t'ai donnée. Coupé! Scène 5, janvier 86, Moscou, Kremlin. Et doyen des bolcheviks a quelque chose à dire. Action! Et la doctrine? Qu'allons-nous faire sans doctrine? Quelle théorie les tenants de la réforme ont-ils à proposer face à ce furieux orage du désordre planétaire, face à ce conglomérat incompréhensible de faits, d'événements, de troubles et de catastrophes? Vous qui vivez dans ce monde étroit et gris, vous ne pouvez pas vous imaginer l'élévation et l'amplitude de notre vision. Non. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Je pleure sur vous. Que nous proposez-vous à présent et à la place, vous, les enfants héritiers de cette théorie? Des EPA? Des cheeseburgers? Avortons descendants d'une race de géants. Si le serpent s'extrait de son ancienne peau avant que la nouvelle soit prête,
Le serpent sera nu alors à même la terre, malheureuse victime des forces du chaos. Mes petits serpents, dites-moi, est-ce que vous avez une peau de rechange? Non. Nous ne pouvons pas, nous ne devons pas bouger. N'essayons pas, n'y pensons pas. Coupé! Scène 6. À l'hôpital, Roykon est en train de mourir. Le fantôme de Ethel Rosenberg vient le hanter. Action! Vous n'êtes plus avocat. Est-ce que je suis déjà mort? Non, mais vous êtes perdu. Je suis revenue pour décider si je pouvais vous pardonner. Je vous ai tellement haï. J'ai fait grandir ma haine jusqu'au plus haut du ciel. J'en ai fait une toute petite étoile qui brille comme la pointe d'une aiguille au fond du firmament. C'est l'étoile de la haine d'Ethel Rosenberg. Elle ne brille qu'une seule nuit par an, le 19 juin, d'une lumière d'un bleu électrique. Vous avez pu me tuer moi, mais vous ne m'avez jamais vaincu. Vous n'avez jamais gagné contre moi. Et une fois que vous serez mort, de vous on dira: il aurait mieux valu qu'il ne naisse jamais. Maman? Ma petite maman? C'est Ethel Roy, à qui parlez-vous? Amélie, ma petite maman. C'est Ethel Roy, à qui parlez-vous? Content de te voir, maman. Je ne me sens pas bien. Chante-moi une chanson. Je ne suis pas votre mère. Il gèle ici. Il est très tard. Je devrais déjà être dans mon lit. Je t'en supplie. Chante-moi une chanson. Je ne veux pas, je ne suis pas votre mère. J'en supplie. Cet endroit me fait peur. Oh Dieu. Dieu. Je regrette tellement. Est-ce que vous êtes... C'est fini. Non! Je t'ai eu, Ethel! J'ai gagné! Merde! Merde! Putain de merde! Si je reviens un jour dans le coin, je veux revenir sous la forme d'une pieuvre, pas d'un homme.
acteur est assis, on peut voir tout de suite celui qui est inerte et celui qui peut rester assis en jouant le fait d'être assis. On m'a demandé d'être assis, alors je me suis assis. Mais tout cela, ce ne sont que des directives. Directives, 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 directives. Je me suis pris au jeu de faire exactement tout ce qu'on me dit de faire jusqu'au plus petit détail. Les nuances du regard, la façon d'écouter le partenaire, mes petits déplacements, ma respiration. J'exécute ce qu'il me donne à faire à la béquille. Car c'est d'abord lui, le grand responsable de notre famille, qu'il réunit pour servir l'œuvre. Mais je suis un acteur, je ne suis pas un pion. J'aime travailler avec celui qui travaille avec moi, avec nous. Il dit, si on essayait de faire ça, et à chaque fois, il est à la recherche de la justesse, de la vérité. Et au final, on partage la responsabilité. Et ça, c'est agréable. Quand je commence une pièce, j'y vois toujours une occasion d'aller un peu plus loin. Et d'être plus exigeant. Une des merveilles de ce métier, c'est que c'est sans fin. Plus on apprend, plus on doit encore apprendre. Et aussi sur soi-même. Et on n'y arrive jamais. On peut aborder, approcher. Et après, une fois que tout est fini, les choses se finissent. Elles sont faites pour finir. Quelque chose de l'homme meurt en soi sur la scène, et quelque chose d'autre naît. Entre-temps, l'acteur doit revenir dans la vie, en enlevant le costume, le maquillage. Mais moi, j'aimerais bien ne plus vivre que dans le théâtre et ne jamais en sortir.